à la seconde près. On est dans une école. Bonsoir à toutes et à tous. C'est surtout pour beaucoup, chers camarades, parce que beaucoup, vous êtes quand même des anciens de l'école ou vous travaillez à l'école, donc chers collègues, chers camarades, vraiment c'est un grand plaisir de se retrouver ce soir. Et pour le lancement de The Transition Institute 1.5, on va dire TTI 1.5 quand on va aller dans la présentation plus synthétique. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir sur une journée qui n'a pas été choisie au hasard. Nous sommes aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Il y a ce lien, ce matin on avait un point presse avec Nadia, un certain nombre de journalistes qui se tenaient au-dessus de la salle des colonnes, juste qui était un ancien espace du musée d'ailleurs, où on avait ce lien justement avec le musée de la minéralogie, la journée de la Terre. Et il y a effectivement ce sens qui est assez fort et qui est donné. C'est aussi un calendrier qui tient compte, en pensant qu'en ce vendredi soir, comme un certain nombre de personnes vont peut-être rester proches de leur domicile pour le week-end, pour des obligations ou un devoir citoyen, qu'on aurait effectivement un taux de présence élevé, mais surtout un calendrier qui a été calé avec le calendrier du GIEC, puisque c'est bien ça le sujet principal qui nous occupe, qui nous rassemble ce soir. Donc plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue. Alain Fuchs, le président de l'université PSL de notre université, devait être avec nous et faire le mot d'introduction et vous prie de bien vouloir l'excuser. Il vient d'être appelé sur une urgence sur l'un des campus de PSL, et il est vraiment désolé de ne pas être nous pour ce soir sur un sujet qui est également qui est moteur au cœur de la stratégie de l'école, mais également de notre université. Il y a par exemple sur des thèmes qui sont, on va dire, connexes, même si ce n'est pas exactement l'approche. PSL est en train de travailler à un projet de lancer sur les années à venir 1000 thèses sur des sujets qui soient connexes à ceux dont on va parler ce soir. Alors, dans les missions de l'école, partagées avec celles de notre université, il y a l'enseignement et la recherche, bien entendu. Et puis, dans la révision de la stratégie en 2017, on l'a réaffirmé dans notre stratégie actualisée l'été dernier, il y a la participation de nos enseignants et chercheurs au débat public, aux éclairages des choix de la société. Alors là, c'est quelque chose qui me marque personnellement et que je voulais partager avec vous. À titre personnel, dans un poste antérieur, je me rappelle la visite de parlementaires. On était en 2005-2007 de la commission développement durable de l'Assemblée nationale, des parlementaires de tous bords, et ils venaient nous visiter dans un organisme de recherche publique et disaient, mais pour nous, parlementaires, dans la commission développement durable, l'objectif n'est pas d'un développement durable, ce n'est pas que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est également davantage de concertation avant les choix publics, avant les prises de décision. Et ce qu'on attend de vous, ce que nous, parlementaires, attendons de vous, chercheurs d'établissements publics, bien évidemment, c'est de la recherche, aussi de l'expertise de très grande qualité, mais c'est aussi que vous, en tant que employés dans un établissement public, vous participiez à ces débats publics, à l'éclairage de ces choix de société, débats que l'on appelle de nos voeux. Et je trouve que cette histoire, moi, elle m'a personnellement marqué, et c'est pour ça que cette initiative du TTI 1.5, elle fait partie de la stratégie de l'école, mais à titre personnel, je la soutiens et je m'engage à la soutenir énormément. Voilà, j'apporte mon soutien, mais je remercie aussi la Fondation d'avoir accepté d'engager ce projet, de le soutenir et de financer son amorçage à travers ce projet d'institut. C'est également pour nous, au-delà des missions d'enseignement et de recherche, d'assumer et de prendre notre part à cette mission d'éclairer et de participer dans ces débats citoyens qu'on appelle de nos voeux. Mais c'est également rendre plus visible notre activité importante dans ces différents domaines de la transition que Nadia va présenter tout à l'heure. Notre école, vous savez, c'est 90 millions, un peu plus de budget, 70-75% de notre activité, c'est de la recherche. Eh bien, au moins 50% de notre activité de recherche sont dans des domaines qui touchent l'Institut. Nous avons un peu moins de 400 doctorants. Nadia me disait que nous avons environ recensé 200 thèses en cours qui sont aussi sur des sujets connexes. Nous avons été, en tant qu'école des mines, parmi la première, mais je pense en fait la première école d'ingénieurs, à introduire, non pas dans des options, mais dans le tronc commun et dès la première année,
On a refondu le cycle ingénieur civil en 2019, donc c'est c'est la 3e année maintenant, un cycle qui s'appelle Terre et Société, qui est le premier cycle de formation lorsque nos étudiants, après les classes préparatoires pour la plupart, nous rejoignent ici, boulevard Saint-Michel. Ce cycle a pour vocation, ce premier trimestre, a pour vocation de donner à nos étudiants tout de suite une grille de lecture différente des cours qui vont suivre pendant toute leur scolarité, pour poser les questions et comprendre les objets avec une grille de lecture différente. Et ce cycle Terre aux sociétés, eh bien, il allie sciences de l'ingénieur, sciences humaines et sociales et sciences naturelles. Et ça, je crois que c'est important de valoriser cette compétence de l'école qui est vraiment celle du positionnement d'ingénieur généraliste. C'est aussi, à travers ce projet, mieux valoriser cette énorme richesse dont dispose notre école, qui dispose de 17 centres de recherche dans des champs disciplinaires très variés, avec, je rappelle, sur nos 17 centres de recherche, 4 qui sont dans les sciences humaines et sociales. Encore une fois, nous affirmons cette singularité ou ce positionnement historique d'écoles qui forment des ingénieurs généralistes. Et à travers ce projet, c'est aussi contribuer à ce grand projet de PSL auquel nous sommes également attachés et auquel nous allons apporter notre expérience dans la recherche contractuelle avec les entreprises. Et là, dans le cas qui nous intéresse ce soir, dans notre capacité de monter des programmes qui bénéficient du mécénat et du mécénat industriel en particulier. Au vu des sujets très sensibles traités par cet institut, j'ai demandé à ce que la première action des instances de gouvernance que Nadia détaillera par la suite, soit d'arrêter sa charte ou charte de déontologie ou sa charte de travail, sa charte de gouvernance, charte qui sera soumise ensuite à un avis du comité de déontologie de notre université PSL. Nous sommes sur des sujets sur lesquels notre gouvernance et notre organisation doivent être absolument irréprochables si on veut pouvoir vraiment prendre la parole dans le débat public. À nouveau, un grand merci pour votre présence. Merci à l'ensemble des enseignants-chercheurs, je sais qu'ils sont très nombreux, sous la houlette de Nadia, à s'être mobilisés. Il y a tout le personnel en soutien du montage de cet événement et déjà de ce lancement. Merci à la Fondation pour son soutien. Le thème de cet institut fait partie des axes forts du comité de campagne que Jean-Pierre Kelmadieu nous a fait le plaisir d'accepter de présider, et avec des actions de la Fondation qui sont en parfaite synergie et en parfait soutien de la stratégie de l'école qui a mis du TTI 1.5 tout à fait parmi les 4 chantiers prioritaires de nos stratégies pour les années à venir. Un grand merci à tous et je passe tout de suite la parole à Nadia pour nous présenter un peu plus le projet et les présentations de cette fin de journée. Merci à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Je suis ravie que vous soyez nombreux ce soir, malgré le contexte. Et c'est avec un grand plaisir que je vais donc vous présenter ce projet d'institut sur la transition, avec 3 temps en fait dans la soirée. Et l'ambition déjà de faire en sorte que vous ne vous ennuyiez pas. C'est aussi une ambiance, cet institut. Donc, dans un premier temps, je vais parler du GIEC, puisque, outre que je suis professeure à l'École des Mines de Paris, je suis membre du GIEC, et donc j'ai participé à la rédaction du dernier volet qui est sorti le 4 avril dernier. Et je pense que c'est très important de contextualiser, en fait, la création de ce projet. Dans un second temps, je présenterai l'Institut et son programme scientifique et nous aurons le plaisir d'avoir des illustrations concrètes avec 3 interventions. Un de nos camarades a un problème de santé et donc n'a pas pu se joindre à nous, Mathieu Glachon, qui est... bon, je ne veux pas donner le détail, mais voilà. Donc j'improviserai peut-être quelque chose à la place en fonction du temps que mes camarades prendront pour leurs exposés respectifs. Et puis ensuite, on conclura pour vous dire pourquoi on vous a fait venir ce soir, mais peut-être vous en doutez un peu.
Donc, pour commencer, je voudrais faire un retour sur le 6e rapport du GIEC. Et puisque l'Institut, c'est aussi l'ambition de rassembler pour aller plus loin et enrichir finalement les connaissances des uns et des autres, je me suis dit que ce serait peut-être pertinent de vous rappeler ce que c'est que ce groupement international d'experts sur le climat, comment il fonctionne et pourquoi le rapport est sorti 3 fois, en août, en février et en avril. Non, il n'est pas sorti 3 fois. En fait, cet ensemble de chercheurs, à peu près 800 sur la planète, sont répartis en 3 groupes de travail qui doivent informer les décideurs sur les avancées scientifiques les plus récentes, la contribution ayant été arrêtée à octobre 2021 en termes de publications que nous avons pu référencer, sur 3 sujets majeurs. Le premier, c'est la physique et l'état en fait de la planète par rapport aux questions de climat. Le deuxième, c'est l'impact des changements climatiques, les questions d'adaptation et de vulnérabilité. Le troisième, c'est les solutions pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a des travaux annexes dont je ne parlerai pas. Et alors comment ça s'organise? En fait, c'est une commande des gouvernements, 195 gouvernements, qui organisent une réunion de cadrage dans laquelle, au début du processus, on organise les 3 groupes avec l'ensemble des chapitres sur lesquels les chercheurs vont travailler. Et comment on devient chercheur au GIEC? Eh bien, il suffit de candidater, mais bon, tout le monde n'est pas retenu. Et ensuite, chaque gouvernement, en fait, va nommer l'ensemble des scientifiques qui vont le représenter. On est affecté à des chapitres. Donc, je vous en dirai un peu plus sur le chapitre sur lequel j'ai travaillé. Donc ça, c'est d'un côté la politique et de l'autre côté la science. Donc, ce sont les travaux que nous avons menés pendant 4 ans, où on a revu, en fait, toute la littérature et on a basé sur cette littérature un ensemble de résultats qui, soyons bien clairs, ne sont pas des résultats prescriptifs. Donc il faut arrêter de demander aux auteurs du GIEC ce qu'ils pensent de ci ou de ça. Nous, on ne pense rien. Nous, on vous donne l'état de la science. Et donc ce sont des états qui sont des résultats, en fait, qui sont pertinents. En anglais, not policy prescriptive, but policy relevant. Donc on vous dit voilà où on en est, voilà ce qu'on sait, voilà tout ce qu'on a pu évaluer et voilà la confiance qu'on peut accorder dans les résultats qu'on vous propose. Alors si je m'étends comme ça sur chaque slide, on n'est pas sorti avant, je ne sais pas quelle heure. Bon, alors très rapidement, le processus, c'est de publier régulièrement des rapports. Alors on m'a montré un truc génial. Ah ouais, je vais essayer de faire ça. Mais bon, c'est compliqué à contrôler. Voilà, des rapports sur la durée. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé là. Voilà. Et à partir de 88, les questions se sont succédées et ont varié dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait convaincre de l'existence d'un problème et de la responsabilité de l'homme dans les questions liées à ces changements climatiques. C'est pour ça que le premier groupe dont j'ai parlé était finalement le plus important. Et plus on avance, plus on confirme en fait les premières intuitions qu'on avait, et plus on va devenir précis dans les évaluations, et plus on va se diriger vers les alertes autour de la question de l'adaptation, qui est une question qui pose déjà problème, et la question des solutions. Et en parallèle de ce processus, qui sert à quelque chose, il y a l'organisation des conférences sur le climat, et il faut toujours que vous vous rappeliez que ces rapports sont là pour alimenter donc les policy makers, les décideurs, et que grâce à ces éléments, les négociations peuvent aboutir à des engagements de plus en plus forts. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Ce que je veux faire un peu plus rapidement que ce que j'ai commencé à faire, c'est vous donner les résultats les plus importants de ces 3 rapports qui sont sortis en 2021-2022 maintenant. Et donc pour le premier, dire qu'en fait, encore une fois, hein, on n'est pas en train de rabâcher tout le temps la même chose, mais on est en train vraiment de donner l'état des lieux. Donc l'influence humaine du climat est sans équivoque.
On a des changements climatiques maintenant qui sont généralisés, très rapides, qui sont sans précédent depuis des milliers d'années. Ce sont des événements qui se traduisent par des extrêmes de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Et il faut donc agir immédiatement. Donc je vais vous donner pour chacun des rapports en fait 2 graphes qui vous permettent de comprendre que ces messages reposent sur des éléments de quantification. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais on parle de la référence d'un réchauffement de 1,5 degré, je reviendrai là-dessus. Et aujourd'hui, on en est à 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est un réchauffement qui est inédit depuis 2000 ans. Ce sont les paléontoclimatologues qui le disent. Si on évalue ce que seraient les conséquences de réchauffement de points de degrés supplémentaires, par exemple sur la question du réchauffement, on aurait des dégradations très très fortes et très importantes dans certaines régions de la planète et puis finalement partout. Donc ça, c'est des extraits bien sûr très succincts des résultats de ce premier volet. Le second, sur l'adaptation, nous dit que on est en train d'utiliser de manière non soutenable les ressources naturelles. On détruit les habitats, l'urbanisation croissante et les inégalités réduisent les capacités d'adaptation. Donc il faut qu'on construise un développement résilient et on peut limiter les perspectives de dégradation si on arrive à rester dans cette limite des 1,5 degré. Quelques résultats. Donc là, la disparité régionale, très importante. Il faut comprendre que sur la planète, tout le monde n'est pas vulnérable de la même façon et qu'il y a malheureusement une convergence entre la fragilité déjà naturelle de certaines régions et leur propension à la vulnérabilité, donc estimée à 3,3 à 3,6 milliards de personnes. Et en parallèle de ça, il ne faut pas sous-estimer les impacts que nous subissons déjà. J'ai pris l'exemple de l'Europe pour dire que nous sommes déjà, nous aussi, dans des problèmes liés à des vagues de chaleur plus intenses, des pertes de rendement agricole, des pénuries d'eau, des inondations côtières, continentales, et que si on prend simplement les impacts liés aux vagues de chaleur, il y a un nombre de décès, 55 000 en Europe de l'Est. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu cette vague de canicule en 2010. Estimation que si on arrivait à un réchauffement d'1,5 degré, on aurait 30 000 décès par an, liés simplement à la chaleur, encore une fois, et ainsi de suite sur l'ensemble des risques en termes de santé, etc. Alors le dernier volet, donc celui qui est sorti début avril, c'est celui, j'ai dit, qui travaille sur l'atténuation et qui en fait s'intéresse au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc il commence par faire le constat de où est-ce qu'on en est arrivé. Et là encore, les nouvelles ne sont pas très bonnes, c'est-à-dire que depuis 10 ans, on a atteint des records annuels d'émissions. Et donc l'urgence, encore une fois, derrière, c'est celle de réduire et de changer drastiquement la tendance de la trajectoire sur laquelle nous sommes. Et la bonne nouvelle, c'est que le rapport évalue l'ensemble des solutions potentielles pour lutter contre le changement climatique. Et on a un certain nombre d'options qui peuvent être mises à profit. Donc là, encore une fois, pour éclairer ces messages, voilà en fait un paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'il y a une augmentation très forte de ces émissions alors qu'on entend parler quand même de climat et d'action pour le climat, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, qui disent que la tendance mondiale est mauvaise. Et si on regarde l'objectif qu'on cherche à atteindre, donc je voudrais juste faire un petit point là-dessus, cet objectif de 1,5 degré, c'est pas en fait l'objectif rêvé. C'est simplement parce qu'il y a eu un rapport spécial qui a travaillé sur le niveau des impacts qui correspondrait à ce niveau de réchauffement moyen, en disant qu'il serait déjà assez difficile à soutenir et que donc il faudrait bien veiller à ne pas le dépasser. Mais la meilleure option, ça serait d'arrêter le réchauffement climatique tout de suite. Donc l'ambition de ce 1,5 correspond à une neutralité carbone, vous en avez sûrement entendu parler, à l'horizon 2050.
pour tenir cet objectif, c'est ça qu'il faut viser. Et si on ne tient pas ça et qu'on arrive à un 2 degrés, c'est que on restera dans un objectif de neutralité carbone en 2070. Donc, quelle que soit l'option, en fait, il faut agir maintenant et agir un peu plus que ce que les pays se sont engagés à faire, puisque dans ce rapport, on a aussi évalué les conséquences d'une implication des politiques qui sont implémentées aujourd'hui. C'est la courbe rouge en haut. Et puis vous avez compris, hein, les deux courbes bleues et vertes disent voilà où ils font aller. Donc on n'est pas dans la bonne trajectoire. Et il y a eu une interprétation assez mauvaise faite par les journalistes qui ont parlé de « il ne nous reste que 3 ans pour agir ». Comment ? Tout le monde a retenu, mais je vais vous dire, vous allez l'oublier. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi il y a eu une incompréhension à ce niveau-là. C'est parce qu'on a des années d'échéance en 2025 et en 2030. Et le message du GIEC, c'est de dire, en fait, il faut que le pic d'émissions soit inversé, enfin redescende avant 2025, pour qu'on puisse être compatible avec l'objectif des 1,5 degré. C'est ce qu'on a ici. En fait, je suis assez mauvaise avec ce truc. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est comme ça. C'est à l'envers, mais voilà, j'ai une très mauvaise coordination des gestes. Bon. Bref. Donc le pic, en fait, doit redescendre avant 2025 et avant 2030, suivant qu'on reste sur le 2 degrés ou le 1,5 degré. Mais en réalité, c'est déjà trop tard pour agir. C'est ça le message. C'est qu'il fallait agir hier. Parce que tout ça a des niveaux d'inertie qui font que, même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre, ce qui s'est un peu passé pendant le Covid, en fait, il y a un emballement et puis il y a des effets chimiques, atmosphériques qui font que ça ne s'arrête pas d'un coup. D'accord ? Donc le 3 ans, c'est doublement, je pense, négatif pour nous. Parce que comme dans 3 ans, on n'aura certainement pas fait grand-chose, on va nous dire « Ah, vous aviez dit que dans 3 ans, c'était la fin du monde, regardez. » Donc c'est ridicule, en fait, de donner des échéances comme ça. C'est vraiment très contre-productif. Voilà. Donc vous oubliez les 3 ans. Alors, donc les bonnes nouvelles, parce que là, je ne veux pas non plus qu'on soit que dans de l'anxiogène, c'est qu'on évalue, donc aussi dans ce rapport, dans tous les secteurs, les solutions et les potentiels que ces solutions peuvent apporter en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, des chapitres s'intéressent à l'énergie, aux usages des sols, à l'industrie, aux villes, aux bâtiments, aux transports et à la demande. Et dans chacun de ces chapitres, en fait, les solutions évaluées, encore une fois, en termes de ce que la science en dit, sont égrenées et permettent de dire qu'on dispose d'un bouquet d'éléments qu'on pourrait mettre en œuvre si tant est que les politiques se mettent en place pour accompagner. Et c'est tout l'objet de notre proposition d'aujourd'hui, puisque la conclusion de ce dernier rapport dit « Les faits sont clairs, c'est le moment d'agir ». Et donc l'École des mines de Paris s'est dit que nous, on va y aller, on va agir, et on va tenir compte de tout ce qui a été capitalisé en termes d'information pour essayer de créer ce mouvement, cette transformation tant attendue et dont l'avènement peine à se matérialiser. Donc si vous le voulez bien, je passe dans ma deuxième position, qui est celle donc, de professeur à l'École des mines de Paris. Et je vais vous présenter donc ce projet d'institut dont nous faisons ensemble le lancement ce soir. Et vous dire, donc je pense que vous avez compris pourquoi 1,5 degré. Et maintenant, pourquoi l'Institut de la Transition, de Transition Institute 1,5. Alors je vais le redire à mon directeur parce qu'en fait il n'y arrive pas. Donc c'est TTI.5, le résumé, et non pas TT 1.5 ou TTI 1.5. Bon, enfin, c'est comme vous voulez, retenez juste que c'est The Transition Institute 1.5 qui vous parlera de la transition, mais de la transition dans toute sa globalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu être enfermé dans la question de l'énergie, et pourtant on n'est pas mauvais sur ce sujet. On n'a pas voulu être englobé dans l'écologie, et vous allez voir
pourquoi on a tenu à avoir cet acronyme? Parce que nous souhaitons en fait transiter d'une phase carbonée dans laquelle nous sommes à une phase décarbonée dans laquelle il est urgent d'arriver. Donc je reprends un tout petit peu ce résultat sur donc l'évolution des émissions de gaz à effet de serre pour dire, en fait, voilà, le paradoxe, c'est qu'il y a cette montée d'action pour le climat qu'on a relevée dans le cadre du rapport, en évaluant qu'il y a une dizaine de pays, que je ne citerai pas car nous ne sommes pas policy prescriptive, sur la planète qui sont en ligne avec la trajectoire du 2 degrés, qu'il y a des initiatives qui sont prises par des centaines de villes pour atteindre le zéro carbone, par des régions, par des grandes entreprises également, et qu'il y a dans les lois de plus de 50 pays l'inscription en fait des ambitions et des objectifs climatiques. Et malgré ça, donc, la tendance ne s'inverse toujours pas. Et donc c'est là où on a eu cette réflexion autour de cette question de transition pour confirmer notre intuition. C'est que nulle part, finalement, cette transition n'est en route, malgré tout ce qu'on peut entendre. Derrière le terme de transition, en plus, il y a une espèce de complexité qui fait qu'on reste dans un flou. C'est un terme qui, à l'origine, a été utilisé dans le traitement de la crise pétrolière des années 70 pour désanxiogéniser, en fait, l'ambiance, on va dire, est apparu ce terme lié à la transition. Certains l'utilisent pour parler de transformation, d'autres l'utilisent pour parler de révolution, quand par exemple les historiens reviennent sur la révolution industrielle. Et puis il y a des écoles d'historiens qui s'affrontent, puisque certains considèrent que, en fait, il n'y a jamais eu de transition, parce que quand on regarde l'addition des vecteurs qui sont apparus les uns derrière les autres et qui ont été utilisés, là vous avez cette courbe qui retrace l'industrialisation finalement, on voit qu'on a additionné les vecteurs et on ne les a pas substitués les uns aux autres. Par contre, des historiens du Moyen-Âge, eux, ont observé que dans certaines régions, il y a des processus de transition de manière très vertueuse qui se sont mis en place et qui ont permis d'exploiter d'une manière beaucoup plus efficace les ressources locales et dans une vision de durabilité. Donc, tous ces travaux nous interpellent et nous disent qu'il va y avoir un vrai enjeu de réflexion sur le fond, sur cette transition, ce qu'elle est, comment on peut la déclencher et comment on peut la caractériser mieux pour pouvoir la déclencher mieux. Et cette mise en œuvre de la transition va aussi se faire dans une vision où, on va revenir souvent sur cette phrase, les solutions des uns ne doivent pas devenir les problèmes des autres. Car dans toutes les discussions qu'on peut avoir, où chacun va prôner sa propre version de ce qui va nous sauver, on a souvent des effets rebonds qui ne sont pas pris en compte. Et ça pose un réel problème pour envisager la solution globale. Alors, dans cette ambition d'avoir une vision systémique et holistique, il nous semble incontournable de devoir parcourir un ensemble de prismes pour réellement parler de manière efficace et pertinente d'une question, d'une solution potentielle. Donc ces prismes, c'est de dire, si vous me parlez du véhicule électrique, moi, je ne vais pas simplement vous éclairer en termes de technologie. Je vais réfléchir à ce que ça va avoir comme impact pour les modes de vie. Et il va falloir que je définisse les questions d'aménagement du territoire et de spatialité et d'infrastructure. Il va falloir que je sache quel est le type de gouvernance et quels sont les types d'incitations que je dois mettre en place. Mais il va falloir aussi que je réfléchisse, et assez vite d'ailleurs, à quel type de ressources sont là pour alimenter votre véhicule électrique. Et si votre électricité est réellement décarbonée. Et si vous avez la filière pour fabriquer tous les éléments technologiques qui vont vous permettre d'être finalement autonome sur ce type de transport. Et si votre mode de vie, c'est vraiment celui où vous voulez continuer à vous transporter en véhicule. Un petit exemple pour vous dire que si on n'utilise qu'un seul des prismes, on va être extrêmement partiel dans notre réflexion et on va sans doute être entraîné vers des mauvaises évaluations.
Donc l'ensemble de ces prismes que nous avons définis d'une manière beaucoup plus précise que ce que je viens de faire, ce sont des prismes qui sont très bien abordés au sein de notre belle école, puisque, comme l'a rappelé mon directeur, nous avons un ensemble de centres de recherche qui nous permettent de parcourir de l'environnement à l'énergie, aux matériaux, aux mathématiques, à l'informatique, à l'économie, aux sciences sociales et humaines. Et donc ces croix rapidement vous montrent que nous couvrons bien le spectre. Et c'est ce qui constitue en fait notre force, que de pouvoir adosser cet institut aux 5 départements de l'École des Mines de Paris, de sorte que nous mobilisions nos compétences fondamentales, mais dans une approche résolument interdisciplinaire. C'est-à-dire que si je parle des 9 prismes et qu'on continue à travailler en silo, à ce moment-là, on n'aura pas mis en valeur, en fait, nos potentialités par rapport à la question posée. Je vous rappelle que nous cherchons à réaliser le design de cette transition qui nous permettrait de faire cette transformation attendue vers le 1.5. Dans un premier temps, notre volonté, c'est de mailler en interne, et je vais aller un petit peu plus loin là-dessus, mais bien sûr, nous appartenons à PSL, nous avons des collaborations académiques nationales, internationales, et nous parlons d'un problème planétaire. Donc ce serait se fourvoyer que de ne pas aller chercher des partenaires qui nous permettent de représenter l'ensemble des régions de la planète, puisque ces questions-là sont aussi des questions très régionalisées, et les solutions de l'Europe ne s'appliqueront certainement pas au reste du monde. Alors cette structure, je vais en dire un petit peu plus. Donc c'est une structure qui se veut hors les murs, inclusive et ouverte vers l'extérieur. Hors les murs, ça veut dire que finalement, rien ne va être bouleversé au sein de l'école. Et en termes d'organisation, nous allons simplement apporter des leviers pour que chacun puisse valoriser mieux ce qu'il fait. Et surtout pour servir l'ambition de nos élèves, qui est une ambition très forte pour participer à cette grande transformation du monde, on va dire. Donc nous allons privilégier 2 parcours, un parcours doctoral et un parcours académique. Le parcours doctoral sera très facile à identifier parce que ça sera en fait le fait d'associer des chercheurs de différentes disciplines autour de doctorants pour pouvoir aborder avec différents prismes, comme je l'ai explicité, les sujets qui s'inscriront dans le programme scientifique du TTI.5. Et pour le parcours académique, nous avons beaucoup de cycles à l'école, mais je vais vous parler du cycle ingénieur civil. Nous aurons la création d'un parcours labellisé, un peu à la mode nord-américaine, avec Major, qui dira, si tu veux être labellisé TTI.5, tu prendras tant d'enseignements spécialisés parmi une liste de temps, et puis tu mettras à profit tes stages ou tes trimestres recherche pour pouvoir approfondir des aspects liés à ce grand sujet. Et les étudiants, pour nous, c'est fondamental, parce que je vous ai dit qu'on cherchait à mailler, et en fait, ça va être le ciment pour que les chercheurs puissent partager et travailler ensemble. Donc 2 directeurs de thèse par thèse sur des disciplines différentes, des séminaires communs, donc des gens qui vont se mettre à découvrir en fait tout ce qui se fait au sein de l'école à travers ces travaux de doctorants. Ensuite, ces doctorants, ils vont nous permettre de faire rayonner ce qu'on sait faire. On est très mauvais en communication, je peux le dire, Vincent. Donc nous, on est bons entre pairs avec nos publications académiques, mais il faut dire que ça dépasse assez peu notre petit cercle fermé. Donc l'ambition, c'est que ces étudiants, ils nous servent à communiquer avec des médias actualisés, des podcasts, des vidéos. Ça sera un prérequis aussi pour qu'ils puissent appartenir à la communauté scientifique TTI.5. Ils devront organiser des événements. On doit faire de la médiation scientifique. On doit sortir de notre zone de confort. Alors la gouvernance de cet institut, elle est du même type, c'est-à-dire inclusive et ouverte vers l'extérieur. Donc notre école, ses centres de recherche, et puis, alors là je vais essayer encore une fois, donc c'est à l'envers si je fais ça, voilà. Donc la première chose, c'est l'équipe institut, donc c'est moi-même qui le dirige, et je voudrais en profiter pour remercier 3 collègues
Alors c'est toutes des femmes, hein, je ne vais pas dire que c'est un projet de femmes parce que Vincent ça l'énerverait, mais donc Claire Commel, Alice Pazzaro et Sandrine Renaud, sans qui tout ça ne serait pas là. Et puis bien sûr à la fin je remercierai tous les autres, mais Vincent l'a déjà fait pour dire que c'est un vrai projet d'école, ce n'est pas un projet personnalisé. Donc comment ils nous ont aidés tous ces chercheurs? On a un comité de suivi interne déjà. Sur la base du volontariat, on a regroupé une vingtaine de chercheurs qui représentent tous les départements de l'école et qui nous ont permis de programmer l'ensemble des éléments que je vous présente ce soir. Et puis, on va se doter, quand on aura beaucoup de donateurs, d'un conseil TTI.5 dans lequel on va associer les donateurs, les observateurs, les parties prenantes et des invités, de sorte que nous fassions fructifier notre programme et que nous puissions le discuter. Et puis, on est intéressé par le retour des académiques. Donc, on aura un conseil scientifique avec des académiques nationaux et internationaux qui se réunira une fois par an pour nous dire ce qu'ils pensent de ce qu'on fait. Et puis, on aura également... c'était le comité scientifique, et on aura un conseil académique qui rassemblera nos partenaires à l'international. Alors là, j'ai fait très fort parce que je vous ai raconté 2 slides sur un graphe. Donc, pour faire quoi tout ça? Alors bien sûr avec une volonté de déontologie très importante. Donc on sait que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles, à la frontière entre la science et la politique, vraiment comme le positionnement du GIEC. Et donc notre proposition, c'est de faire monter des scientifiques et une école comme l'école des mines de Paris dans les lieux de débat, les lieux où on peut faire bouger les choses. Et donc, on se destine à réaliser ce design de solutions pour être écouté au niveau gouvernemental, au niveau national, au niveau international, être écouté avec tous les partenaires publics et privés avec lesquels on travaille, mais au-delà avec tous les observateurs dont j'ai parlé. Et comment on va faire ça? Avec des journées telles que celle-ci, assez classiques. On va également développer des cycles de formation. Donc on a l'ambition de développer un institut des hautes études sur le format de l'Institut des hautes études de la Défense nationale, par exemple, qui nous permettra d'avoir une prolongation de nos travaux à destination directement des décideurs. Et puis, je l'ai dit, on va valoriser nos travaux avec tous les moyens dont on dispose. Donc tous les services communs de l'école se sont portés volontaires, le musée, la bibliothèque, les presses des mines, pour valoriser tous ces éléments. Alors maintenant, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire exactement? Donc c'est là que je vais vous proposer un focus sur notre programme scientifique. Donc ce programme scientifique, j'ai essayé de vous y amener, et c'est un programme qui veut évaluer les conditions d'émergence d'une transition vers une planète décarbonée, en tenant compte de tous ces enjeux incontournables, techniques, économiques, sociaux, politiques, géopolitiques, et permettre à ceux qui nous écouteront de tirer profit de tous ces éléments pour élaborer des stratégies et prendre des décisions. Attention, on ne décidera pas à la place des décideurs. Donc on a 4 grands axes qui se déclinent de la façon suivante. Le premier, le design de la transition. Le second, interroge la planète électrique. Le troisième, réfléchit à une planète inclusive. Et le quatrième va se préoccuper de la planète comme enjeu d'influence. Et donc maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est de descendre au cœur de ce programme avec quand même le préambule qui est que c'est aujourd'hui qu'on lance l'Institut. Donc c'est aujourd'hui qu'on lance le programme. Donc moi je vais vous donner vraiment la vision globale de ce que chacun de ces 4 axes va contenir. Et puis il y aura l'intervention donc de mes collègues chercheurs de l'école et d'élèves de l'école qui vont donner un exemple, une illustration de travaux qui s'inscriraient dans chacun des axes dont nous parlons. Et également une remarque qui est de dire que ces 4 axes sont interconnectés en fait. C'est-à-dire qu'on a voulu décaler un peu le propos par rapport à ce qui est fait traditionnellement.
d'aucuns nous auraient suggéré de dire tu fais un institut de la transition, tu fais hydrogène, CCS, voilà. Mais en fait, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à plein d'instituts qui existent déjà sur ces sujets. Donc nous, c'est encore une fois l'idée d'aller un peu plus loin et d'apporter un éclairage différent en remontant tous les travaux qui se font de manière extrêmement pertinente à l'école sur l'hydrogène, sur le CCS, etc. D'accord ? Donc il y a le double niveau en fait qu'on veut mettre en perspective. Donc le premier axe, design de la transition, je le présente en un seul slide. Et puis je donnerai la parole à Benoît Weil. Donc c'est l'axe qui se propose d'expliciter les mécanismes à adopter pour garantir la décarbonation souhaitée. Donc les dit et redit, pour nous la transition n'est pas là. Mais qu'est-ce que la transition ? Et donc qu'est-ce qui nous manque en fait pour déclencher cette transformation dont on a besoin ? Ça sera le premier grand sujet sur lequel nous travaillerons, cette idée de concevoir la transition. Et derrière ce grand sujet, en fait, il y a énormément de choses. On peut réfléchir à des modèles très théoriques, on peut commencer à réfléchir aux problèmes d'organisation. Je pense que Benoît va introduire cette question-là. On peut réfléchir aux conditions de déclenchement, à ce qui permet peut-être de favoriser l'émergence de ces éléments. La deuxième grande partie du sujet, c'est l'ingénierie de la transition. C'est-à-dire revenir là sur toutes les solutions, toutes les technologies, tout ce qui existe en bouquet et qu'il faudrait coordonner pour aller plus loin. Donc là, on va pouvoir mettre à contribution en fait des éléments très techniques, très ingénieurs, sur lesquels on est assez avancé au sein de l'Institut. Donc voilà, Benoît, à toi. Et merci. Merci beaucoup Nadia. Je suis donc avec Pascal Lemasson, professeur à l'École des Mines, au Centre de gestion scientifique. Nous animons aussi la chaire Théorie et méthode de la conception innovante, chaire qui en est à son 3e cycle, soutenue aujourd'hui par une quinzaine d'industriels et qui nous a permis en fait de faire des avancées reconnues au plan international sur les théories de la conception, mais avancées qui sont aussi jugées très utiles par les industriels qui nous soutiennent et beaucoup d'autres pour outiller et organiser leur direction de l'innovation. Je voudrais montrer dans cette petite illustration, dans cette vignette, comment les travaux qui sont menés sur les théories de la conception peuvent aujourd'hui être utiles pour gérer les transitions, et en particulier la transition climatique, en mettant en avant une dimension souvent masquée, mais pourtant essentielle de ces transitions contemporaines, c'est-à-dire les inconnus qu'elles comportent ou qu'elles suscitent. En effet, les transitions, ce n'est pas seulement une affaire de décision ou de réduction d'incertitude, mais c'est aussi une question d'inconnus. Et ces inconnus posent une question en fait redoutable, comment peut-on les gérer ? Et c'est là que les théories de la conception vont pouvoir nous être particulièrement utiles. Grâce à ST Microélectronique, qui est un des partenaires de la chaire TMCI, nous avons eu l'occasion de travailler sur l'industrie des semi-conducteurs, une industrie qui depuis 50 ans est confrontée à des transformations permanentes, à des transitions permanentes et ambitieuses. Et la notion de roadmap occupe bien sûr une place centrale pour gérer ces transitions dans cette industrie. En 1965, Gordon Moore invente la loi qui porte son nom pour essayer de rendre soutenable cette industrie qui ne l'était pas. Compte tenu du montant des investissements, il semblait impossible de rentabiliser ces investissements sans en fait augmenter de manière considérable l'utilisation des semi-conducteurs. Et pour réaliser ça, il a pensé qu'il fallait en fait densifier les semi-conducteurs. Donc la loi de Moore est une loi en fait économique, et on voit sur le graphique de droite les premiers points en 65 et la perspective qu'il traçait. Pourtant, et c'est moins connu, dans les années 70, cette loi de Moore, cette roadmap,
a en fait a conduit à ce que l'industrie américaine se trouve menacée dans son développement. Un exemple très connu qui a été bien étudié par Anderson et Clark, c'est le cas de la photolithographie. C'est une étape essentielle des semi-conducteurs. Et ils ont montré qu'en fait, à chaque génération nouvelle, à chaque génération dans la loi de Moore, on double, on multiplie par 2 la puissance et on densifie la quantité de transistors au centimètre carré. Mais à chaque génération, ils ont montré qu'en fait, les industriels, c'était une nouvelle architecture et un nouvel industriel qui était devenu le champion et qui avait évincé le champion de la génération précédente. Donc là, on a eu vraiment une contradiction entre cette perspective et la manière de le gérer. Il faut attendre les années 90 et l'invention de l'ITRS, l'International Technology Roadmap for Semiconductors, pour voir quelque chose de tout à fait différent apparaître. L'objectif de cet institut, de l'ITRS, c'est de gérer la loi de Moore. Et là, on voit apparaître un objectif de gérer au niveau de l'ensemble du secteur industriel. Et pour ça, ils réalisent en fait des roadmaps tous les ans qui réunissent des centaines de pages. Je vous ai mis ici sur la gauche une de ces pages, et on voit très classiquement ce qu'on s'attend à trouver dans une roadmap, c'est-à-dire les générations dans le temps qui se succèdent, et pour chaque génération, en fait, un petit triangle bleu qui est une technologie qui y correspond. Ce qu'il y a d'original, c'est les rectangles noirs qui montrent qu'en fait, chacune de ces technologies donne lieu à un travail préparatoire et que ces travaux préparatoires sont menés en fait en parallèle et que à un moment donné, l'ITRS lance en fait des explorations sur de nombreuses technologies. On a l'impression qu'elles se succèdent dans un certain ordre. En fait, si on regarde des versions successives, on va s'apercevoir que certaines technologies arriveront à maturité plutôt que d'autres. Et en fait, on a une véritable gestion des inconnus qui émergent à l'occasion du développement de ces technologies. C'est donc une roadmap sur l'inconnu et non pas une roadmap sur le connu qui est gérée par l'ITRS. Donc gérer les transitions, c'est bien sûr décider et réduire les incertitudes, mais il y a une autre dimension, souvent masquée, mais pourtant très importante pour les transitions contemporaines, et en particulier climatiques, c'est gérer ces inconnus. Alors si on limite la gestion des transitions à bien décider et à réduire l'incertitude, on risque de voir se multiplier des dilemmes sacrificiels. Un exemple dont vous vous souvenez peut-être, c'est celui qui est apparu en 2020 au moment de la réautorisation des néonicotinoïdes en France, où il y a eu un débat sur la réintroduction de ce pesticide qui était accusé de contribuer à la disparition des abeilles, mais des pucerons avaient entraîné le jaunissement des betteraves sucrières et on pouvait craindre un effondrement de la filière sucrière en France. Et comme le dit le ministre Madame Pompoli, on n'avait pas, faute d'alternative, on avait d'autres choix que de choisir entre 2 mauvaises solutions. Il fallait inventer des alternatives nouvelles permettant de sortir du dilemme sacrificiel. Il faut donc pouvoir gérer l'inconnu. Mais de quel modèle dispose-t-on pour gérer l'inconnu? Pour la réduction des incertitudes et les prises de décision, on dispose d'un cadre théorique pour guider l'action. C'est la théorie de la décision dans l'incertain et qui sert de rationalité de référence. Mais pour l'inconnu, la tentation, c'est de se tourner vers la créativité, mais la psychologie cognitive a mis en lumière ses limites depuis longtemps. Il existe des biais à la créativité, ce qu'ils ont appelé des fixations. Si on vous demande de faire un carré en bougeant une allumette et une seule, il n'est pas évident de penser à la solution suivante. Le mot carré dans cette situation évoque la figure géométrique et pas l'opération mathématique 2 × 2 = 4. Les psychologues ont montré qu'il était très difficile de résister à ces fixations. Quand on demande, est-ce qu'ils ont fait, de dessiner un animal extraterrestre
en étant le plus créatif possible. Voici quelques-unes des réponses qu'on obtient. On constatera que tous ces animaux extraterrestres ont des yeux, des oreilles, des bras, des jambes, etc. Bref, la fixation joue à plein. Comment gérer ces fixations? Alors, si on a une distribution d'idées créatives, on est confronté à un problème, c'est de savoir si cette distribution couvre bien l'ensemble des idées possibles ou si on est fixé et si on se limite à une partie seulement des idées qu'il aurait été possible de proposer. Donc l'enjeu, ça devient de tracer ce trait rouge qui permet de savoir si on est ou si on n'est pas fixé. Quelles sont les rationalités qui nous permettent de construire le référentiel de l'ensemble des idées? C'est là que les avancées récentes des théories de la conception apparues ces dernières années vont intervenir. Ces théories ont cherché à se rendre de plus en plus indépendantes des objets à concevoir et de plus en plus génératives. Alors, parmi celles-ci, la théorie CK qui a été développée à l'École des Mines par Armand Hatchuel, Pascal Lemasson, moi-même et tous les chercheurs de la chaire TMCI, joue un rôle particulier. Elle connaît un grand succès académique, mais aussi un succès industriel, notamment pour organiser les directions de l'innovation. Et elle peut aujourd'hui être extrêmement utile au service des transitions. Je vais vous en donner un exemple à travers un usage possible qui est le diagnostic de ces fameuses fixations. Il y a quelques années, Marina Goguet, qui était alors doctorante au laboratoire, elle est maintenant professeure à HEC Montréal, avait utilisé la théorie CK pour construire un référentiel sur le champ d'innovation de la valorisation de l'énergie issue de la biomasse. Voilà le référentiel CK. Donc vous avez l'ensemble des voies possibles, et sur ce référentiel, lui a permis de générer toutes les voies possibles à partir des connaissances qu'on retrouve dans l'espace à droite. Et on voit aussi le trait rouge qui indique l'ensemble des voies possibles. On voit les voies qui correspondent à la fixation à gauche, les voies qui sont défixées ou en expansion originale à droite. Sur les voies de gauche, on voit que c'est en fait essentiellement ce qui concerne l'amélioration de la performance des techniques de transformation de l'énergie. Mais les deux autres voies, c'est une voie qui s'intéresserait en fait aux infrastructures et aux parties qu'on pourrait en prendre, ou aux dimensions sociales et aux valeurs sociales associées à ces technologies. Alors, elle a ensuite placé sur ce référentiel l'ensemble des projets liés à un appel d'offres sur la valorisation de l'énergie biomasse, et on constate qu'on retrouve effectivement cet effet de fixation sur la voie fixée, une concentration de l'essentiel de ces projets-là, et quelques rares projets épars dans les voies plus à droite, donc qui désignent plutôt des innovations orphelines. On peut signaler qu'une start-up portée par l'école Sublime Énergie, aujourd'hui, essaye d'explorer avec succès certaines des voies de la partie droite de ce graphique. Alors prenons un deuxième exemple, revenons aux semi-conducteurs. Sur les semi-conducteurs, et revenons à la photolithographie, vous avez ici, en fait, à partir du travail de l'ITRS, le référentiel CK de toutes les voies qui ont été explorées. Et là, on se rend compte qu'en fait, année après année, le nombre de voies qui ont été ouvertes, explorées et qui sont originales n'a cessé de grandir, et on voit qu'en fait, on peut être très admiratif de la qualité de l'exploration de l'inconnu menée par l'ITRS, mais on peut, grâce à la théorie CK et grâce à cette approche, aller beaucoup plus loin que simplement élaborer un diagnostic. On peut aussi identifier, et c'est ce que nous avons fait dans le cas de l'ITRS, les dispositifs, les micro-dispositifs organisationnels qui permettent d'obtenir ces résultats. Une phrase qui était dans le lancement de l'ITRS nous avait beaucoup intrigué. Il disait « We are not picking winner or loser ». Donc ils ne choisissent pas, ils ne désignent pas la meilleure solution, ils s'efforcent de maintenir ouverte le plus grand nombre possible d'alternatives. C'est d'ailleurs pour ça que l'ensemble des acteurs du monde des semi-conducteurs extrêmement compétitifs acceptent de coopérer. Ils ne vont pas échanger leurs idées sur les solutions
propriétaires sur lesquels ils travaillent. Par contre, les inconnus, ils sont communs à toute l'industrie. Ces inconnus sont susceptibles d'empêcher l'ensemble du monde industriel des semi-conducteurs de suivre la loi de Moore. Donc c'est un risque majeur pour eux tous. Donc il est vital pour eux d'ouvrir en permanence des voies nouvelles qui les assurent, en tout état de cause, malgré les inconnus rencontrés, de pouvoir suivre cette loi de Moore. Alors si maintenant on revient à la gestion des inconnus, mais pour la transition climatique qui intéresse ITT.5 au premier chef, on est capable de proposer un programme de recherche qui adresse deux spécificités de la transition climatique. La première, c'est explorer l'inconnu avec une logique de préservation. Logique de préservation parce qu'effectivement, on imagine bien qu'on ne va pas souhaiter s'orienter vers une destruction créatrice schumpeterienne et qu'on va plutôt vouloir avoir un modèle qui va permettre en fait une création préservatrice. Pour aller dans cette voie-là, nous avons commencé à développer des théories autour des patrimoines de création et des formalismes mathématiques qui permettent d'asseoir la théorie CK sur les topos de Grothendieck. La deuxième spécificité porte sur l'organisation de l'exploration collective dans des écosystèmes en transformation. Quelles sont les méthodes, quels sont les outils et les organisations qu'on peut mettre à l'œuvre. Et là aussi, les travaux ont commencé à être engagés, notamment des approches de co-design à haute résilience à travers la thèse de Raphaël Barbier, associé au projet ICHE, piloté par OIE, et en particulier Thierry, Philippe et Lionel, qui vise en fait à développer l'usage des données d'observation de la Terre, et elle montre les conditions pour pouvoir obtenir ce développement-là. On a d'autres approches autour d'époques génératives, des nouvelles évaluations économiques dans l'inconnu. Pour finir, on peut dire qu'on a un programme de recherche qui se dessine, qui consiste à développer un nouveau paradigme conceptif en sciences de gestion pour un management responsable de l'inconnu des transitions. Et nous formons, à la demande d'un certain nombre de nos partenaires, un projet d'institut des sciences de gestion conceptive adossé à un Bauhaus des transitions, dont on aura l'occasion de parler, et qui évidemment viendra contribuer à ITT 1.5 tout naturellement. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Donc, en fait, vous avez vu qu'il y a une chaire, il y a un projet d'institut, mais quelque part, tout ça, c'est des chercheurs de l'école, et donc ça rentre dans la contribution potentielle de notre institut. Alors, ni ITT 1.5, mais TTI.5, normalement. C'est bien, il paraît... Enfin, des communicants ont dit que c'était très bien. Quand tout le monde se trompait comme ça, c'est que ça prend. OK. Donc, cet exposé rentre vraiment dans le premier thème. Nous n'aurons pas d'illustration ce soir du deuxième thème, sur l'ingénierie de la transition, où là, nous avons des tas de projets illustratifs. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que la semaine prochaine, on aura un site qui va être lancé et dans lequel, en fait, vous pourrez trouver tout un tas d'éléments contributifs pour éclairer les périmètres dans lesquels on se situe. Alors, le deuxième axe... c'est celui qui pose la question un peu provocatrice, la planète électrique, parce que effectivement l'électrification est un des thèmes qui a été retenu pour beaucoup comme une solution à la décarbonation, et qu'il nous paraît quand même intéressant de savoir si cette électrification massive est garantie de nous emmener sur la bonne trajectoire. Donc, interroger les questions d'opération, de mode de vie, de vecteurs, de ressources, de compétition, de substitution, de filières et d'enjeux de décarbonation. Et sans plus attendre, Damien Goetz va nous faire le plaisir de nous parler d'une des externalités potentielles. Merci Nadia, bonsoir. Donc je vais vous parler de ressources minérales, et vous ramener un petit peu aux origines de l'école, puisqu'elle a été créée en 1783 pour former des ingénieurs des mines.
Et puis en allant un petit peu moins loin, je vais vous ramener 50 ans en arrière, puisque c'est exactement en 1972 qu'a été publié le rapport Meadows, un rapport écrit dans le cadre des travaux du Club de Rome, et qui marque une étape importante dans la prise de conscience du fait que le développement de notre société va se heurter à la finitude des ressources, et en particulier des ressources non renouvelables. Alors, soulevée dans les années 70, cette question a en fait assez rapidement été mise de côté, oubliée sur les ressources minérales, dans un contexte très particulier, qui était un contexte d'ouverture de nouveaux territoires à l'exploration et à la production, de gains de productivité extrêmement forts, de croissance économique mondiale finalement limitée. Et il a fallu attendre qu'arrive en fait le réchauffement climatique, le changement climatique, la transition, les besoins de la transition, pour que ce sujet finalement revienne. Ça s'est passé très vite, la transition a changé très vite les questions que nous nous posons. Il y a 15 ans encore, la question que nous nous posions, c'était à partir de quand n'aurons-nous plus d'essence pour mettre dans le réservoir de notre voiture? Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est quelle part des ressources connues d'hydrocarbures avons-nous encore le droit de brûler pour éviter de dépasser les températures que nous avons évoquées tout à l'heure. Alors parallèlement, la question des ressources minérales est elle aussi revenue, sous une forme un peu différente, c'est avons-nous les ressources minérales nécessaires à la transition? Alors je vais d'abord donner un petit peu de corps à cette question. Qui dit transition énergétique dit production d'électricité décarbonée, donc développement essentiellement de deux filières, le solaire photovoltaïque et l'éolien. La filière photovoltaïque classique, on va faire vite, nécessite du silicium et de l'argent pour avoir le conducteur qui permet de collecter les électrons à la surface des wafers. Une autre technologie photovoltaïque serait la technologie des couches minces, avec deux filières qui existent aujourd'hui, surtout une d'un point de vue industriel. La première, la filière CIGS, utilise de l'indium, du gallium, du sélénium et du cuivre. La deuxième utilise du cadmium et du tellure. Pour l'éolien, les choses sont finalement relativement simples. L'élément majeur, c'est la génératrice. Dans une génératrice, comme dans un moteur, vous avez un stator avec un bobinage cuivre, et vous avez un rotor, et vous avez là deux solutions technologiques, soit un bobinage cuivre, soit un rotor à aimant permanent. Et si on parle d'aimant permanent, on va parler de terres rares, et donc de néodyme, de dysprosium, éventuellement de terres rares qui peuvent substituer ces deux éléments, le praséodyme, le terbium. La transition suppose aussi que nous passions sur de la mobilité décarbonée. Et là-dedans, évidemment, le véhicule électrique va jouer un rôle fondamental. Donc d'abord, il faut, dans une voiture, un moteur. Je pense que je n'apprends rien à personne. On va retrouver les mêmes éléments, cuivre, terres rares, éventuellement. Mais il faut aussi, évidemment, des capacités de stockage d'énergie. Et quand on est dans les gammes d'énergie et de puissance qui concernent les voitures, on va arriver sur du stockage électrochimique, en l'occurrence aujourd'hui de la batterie lithium-ion. Et là, les éléments majeurs nécessaires seront les éléments des électrodes, au niveau de l'anode, du graphite, au niveau de la cathode, le lithium, associé à des métaux de transition, le cobalt, le nickel, le manganèse, éventuellement de l'aluminium. Alors je vous ai parlé là des éléments majeurs, évidemment, il faut beaucoup d'autres éléments pour développer ces industries. Et par ailleurs, toutes ces technologies vont aussi nécessiter une plus forte consommation de matériaux de structure, c'est ce qui est représenté en bas à droite, où on voit grosso modo que pour 1 MW de puissance électrique installée, les technologies nouvelles, photovoltaïques et éolien, nécessitent 5 à 10 fois plus d'acier que les technologies classiques. Et c'est vrai aussi pour l'aluminium, et c'est vrai aussi pour le béton, pour aller sur d'autres substances. Alors, les sollicitations nouvelles pour les substances ont donc ravivé des questions relatives à la finitude et l'épuisement des substances. Alors ça a commencé il y a 15 ans, et on a commencé par, j'ai envie de dire, presque les mêmes bêtises que celles qu'on avait déjà faites par le passé. On a commencé par écrire des choses comme ça, où on écrit pour chaque substance dans combien d'années on n'en aura plus. Et puis quand on regarde le graphe du bas, alors c'est tellement petit que vous ne pouvez pas le lire, on se rend compte que ça fait 50 ans qu'on a 40 ans de cuivre. Donc si on fait des raisonnements de ce type-là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans les 15 dernières années, les travaux scientifiques entrepris en France par Olivier Vidal au CNRS, par Emmanuel H. à l'IFPEN, ont été nettement plus élaborés et permettent aujourd'hui d'anticiper les échéances plus clairement, au terme desquelles il ne serait plus possible de satisfaire la demande pour un certain nombre de substances. Alors, ces modélisations intègrent aujourd'hui des scénarios d'évolution de la société, d'évolution des usages, de mix énergétique, et combine ces scénarios à des modèles de renouvellement de ressources et de réserves. Les travaux sur ces modélisations se poursuivent aujourd'hui.
pour réduire les fortes incertitudes, quand vous superposez les modèles les scénarios tels que je viens de vous le dire, vous combinez toutes les incertitudes. Donc il s'agit de diminuer les incertitudes d'une part, et par ailleurs identifier et quantifier les axes de progrès d'autre part. Il y a une autre question qui est aujourd'hui nettement moins documentée, qui est celle de la dynamique de la transition. L'industrie minière est une industrie lourde. Le délai moyen entre la découverte d'un gisement et sa mise en exploitation aujourd'hui est de 25 ans. Même si vous voulez augmenter une production sur un site qui est déjà existant, il est extrêmement difficile de le faire en moins de 3 ans, souvent 5 ans. Donc, nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle les caractéristiques de l'industrie minière limitent le taux de croissance possible de la production. Il va donc nous falloir documenter ces limites, étudier l'influence des différents paramètres qui contraignent les temps de développement des projets et les moyens d'action pour les réduire, de telle sorte que ces contraintes puissent demain être prises en compte dans le développement des scénarios de transition. Alors on aurait pu continuer sur d'autres caractéristiques communes à toutes les substances, en particulier des aspects géopolitiques, mais le temps ne le permet pas si on veut respecter les 10 minutes. Donc je vais passer sur un deuxième aspect qui est de regarder les spécificités de certaines substances. Alors la première spécificité, c'est évidemment celle qui est liée au marché. D'abord la taille des marchés. Et pour les substances que j'ai citées tout à l'heure, ça va de 20 millions de tonnes par an pour le cuivre à moins de 1000 tonnes par an pour l'indium et le gallium, en passant par 2 millions de tonnes par an pour le nickel et 100 000 et 150 000 tonnes par an pour le lithium et le cobalt. On comprend bien que suivant la taille du marché, il sera plus ou moins facile de fournir une demande nouvelle liée à la transition. Ça n'est pas qu'une question de taille, c'est aussi une question de part de marché. Et par exemple, il faut comprendre qu'aujourd'hui, déjà, plus de 50% du marché du lithium et du marché du cobalt sont destinés à des transitions, à des actions liées à la transition énergétique. Ensuite, il y a un dernier élément, c'est qu'il faut faire attention à la structure de ces marchés. Le nickel, par exemple, ici, peut sembler être un métal finalement assez tranquille. Si on comparait la quantité de nickel, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails qu'il faut pour assurer le développement des batteries, et les 2 millions de tonnes qu'on a là. Sauf que l'essentiel du nickel au niveau mondial est produit sous forme de ferronickel pour faire de l'acier inox, et n'est donc pas du tout sous une forme dans laquelle il sera utilisable dans le développement des batteries. La deuxième question, c'est la question de métal principal et de sous-produits. Alors le petit bouquet de fleurs que vous voyez là, qui manque peut-être un petit peu de couleur, illustre cette question avec au centre de chaque fleur la substance principale et autour les métaux qui arrivent comme des sous-produits. Et vous voyez que finalement on a énormément de substances qui sont des substances produites en sous-produits de substances principales. C'est le cas en particulier du cobalt. Le cobalt est soit un sous-produit du cuivre, soit un sous-produit du nickel. Alors je ne risquerai pas à utiliser cet objet pour viser une partie de mes slides. Ce que vous voyez plus à droite, c'est un travail réalisé par des élèves il y a 2 ans, dans lequel justement on s'intéressait au cobalt. Et le graphe du milieu vous montre pour les principales mines au monde, la proportion dans les revenus, dans les recettes de ces mines, du cobalt en bleu, du cuivre en orange et du nickel en gris. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'évidemment, le cobalt n'est jamais le métal principal. Et le graphe qui est à droite, qui est trop long à commenter, trop long à expliquer, nous montre en fait une deuxième chose, c'est qu'au prix actuel du cobalt, il n'y a effectivement aucune mine dont le cobalt soit le métal principal. Et même si on prend 2 fois le prix le plus élevé qu'on ait jamais vu, en fait, il n'y a que 2 mines dans le monde qui deviendraient des mines de cobalt, à supposer que le prix du cuivre et du nickel soit resté constant entre-temps. Autrement dit, on a là 2 situations qui sont très différentes. Si le marché demande plus de cuivre pour développer des technologies de la transition, l'industrie est en mesure de répondre. Si le marché demande plus de cobalt, l'industrie sera beaucoup moins en mesure de répondre, puisqu'elle vit essentiellement du cuivre. Cette situation, évidemment, va devenir d'autant plus difficile, voire vraiment exacerbée, quand on va aller vers des métaux qui sont des sous-produits, mais des sous-produits à faible teneur, donc ce qu'on appelle souvent des métaux à l'état de trace. Et c'est ceux que j'ai entourés en rouge ici. Alors pour revenir sur une substance dont j'ai déjà parlé, le gallium, nous utilisons aujourd'hui 400 tonnes de gallium par an, qui sont le sous-produit de 400 millions de tonnes de bauxite exploitées pour faire de l'aluminium. Donc si vous avez une idée géniale
sur une technologie qui nécessite du gallium, par exemple, du photovoltaïque couche mince, et que vous voulez multiplier par 2 ou par 3 la quantité de gallium qui est produite pour satisfaire le besoin de ce secteur industriel, eh bien, il va falloir assumer de produire 3 fois plus que les 400 millions de tonnes de bauxite et l'aluminium associé. Je pense que vous avez compris que le message que j'essaye de faire passer, c'est qu'on a là des substances sur lesquelles c'est tout simplement impossible. Alors, dernier point, je ne peux pas conclure sans m'intéresser aux ressources secondaires et à l'économie circulaire. Donc, je me souviens de quand j'étais jeune, il y avait un slogan qui disait « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Et puis, plus récemment, j'ai entendu un slogan un peu similaire qui était « En France, on n'a pas de mines, mais on a des mines urbaines ». Donc, l'idée, effectivement, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le recyclage. Alors, je m'appuie là à nouveau sur des travaux d'élèves pour vous présenter les enjeux du recyclage et en prenant le cuivre comme illustration. Alors, ce qu'on voit dans ces travaux des élèves, c'est que finalement, la part du cuivre arrivé en fin de vie qu'on arrive à recycler, c'est 30% du cuivre initial. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? D'abord, on a des usages dispersifs. Pour le cuivre, c'est faible, c'est 4%. L'usage dispersif, ça veut dire que c'est perdu, on ne peut plus le récupérer. C'est typiquement la bouillie bordelaise que vous utilisez pour faire du traitement, le sulfate de cuivre. C'est typiquement les nanophiles de cuivre que vous avez peut-être dans vos chaussettes pour éviter les mauvaises odeurs. La suite, c'est la collecte. Donc, en fin de vie des objets, il faut arriver à collecter les objets pour récupérer effectivement le cuivre. Et là, pour le cuivre, c'est catastrophique. Vous voyez qu'on perd 58% du cuivre au niveau de la collecte. Et puis, derrière, vient encore une étape supplémentaire qui est que, parce que là, on est à 58 plus 4, 62, donc il reste 38%, et in fine, on n'en a que 28. Donc ça signifie que la récupération métal de la phase de métallurgie finale n'est pas si bonne que ça. Et alors qu'on pourrait se dire que sur des produits recyclés, elle devrait être bonne. En fait, elle n'est pas si facile que ça non plus. Et pour l'illustrer, je vous montre ici la concentration qu'on trouve dans des circuits imprimés, dans lesquels on a effectivement du cuivre de manière importante, mais vous voyez qu'on a énormément de choses qui vont avec le cuivre, et que donc on est là face à des métallurgies qui vont être nettement plus complexes que les métallurgies classiques, et c'est ça qui explique qu'on a parfois des limites en termes de récupération. Alors, pour finir, le cuivre que nous récupérons aujourd'hui, les 28% du cuivre que nous récupérons aujourd'hui, c'est du cuivre que nous avons injecté dans l'économie il y a 20 ans, 30 ans. Entre-temps, évidemment, il y a de la croissance, il y a une demande supplémentaire. Et donc, quand vous utilisez ces 28% de cuivre que vous récupérez aujourd'hui par rapport au cuivre injecté il y a 30 ans, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où finalement le cuivre secondaire ne représente que 17% de la consommation de cuivre aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons des efforts à faire sur la production primaire, la compréhension des spécificités des différentes substances, des différents marchés, mais nous avons aussi des efforts très importants à faire sur la production secondaire pour limiter les usages dispersifs, améliorer les taux de collecte, améliorer les process de retraitement, mais aussi concevoir les objets de manière telle qu'on puisse faciliter la collecte et la récupération et le retraitement derrière, et concevoir les objets de manière à améliorer l'efficacité matière. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments d'éclairage sur les questions relatives aux ressources minérales, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Damien. Donc, après la planète électrique, la question de l'axe 3 se concentre sur la planète inclusive, qui, là, est l'idée que nous sommes donc dans la confrontation à ces questions de décarbonation sur une planète unique. Donc, c'est un très bon prolongement de l'exemple que vous venez de voir. Et en fait, il y a des endroits où il y a des ressources, il y a des endroits où il n'y en a pas, il y a des endroits qui sont des émetteurs, il y a des endroits qui sont les victimes des conséquences des réchauffements climatiques plus fortement. Donc ce sont des enjeux multi-échelles auxquels on est confronté, et multi-échelles au niveau spatial, mais aussi au niveau social, dans les sociétés elles-mêmes. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, mais également entre les différentes régions.
Donc là, on va avoir un travail qui va nous permettre d'essayer de mettre en place des outils pour embarquer, on va dire, tous les acteurs, de sorte que, encore une fois, l'ensemble des solutions ne génèrent pas des contreparties ou des effets rebonds négatifs vers d'autres niveaux de société ou vers d'autres régions, et qu'on puisse mettre en cohérence, en fait, tous ces éléments-là. Donc, Mathieu n'étant pas là, j'ai cherché une victime pour le remplacer, j'ai pas trouvé, puisque ça s'est passé quand même en début d'après-midi. Donc je me suis désignée volontaire pour vous donner juste quelques petits résultats, parce que je pense que ça me permet de revenir sur le chapitre sur lequel j'ai travaillé, qui était consacré aux aspects sociaux de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et qui, en fait, explorait les leviers potentiels au niveau de la demande. Et je vais simplement vous donner quelques résultats que je pense extrêmement éclairants par rapport à ces problèmes d'inclusivité. Donc, dans ce chapitre a été évaluée une première chose qui dit que les ménages les plus riches de la planète, 10% des ménages les plus riches de la planète émettent 40% des émissions de gaz à effet de serre, pendant que 50% des plus pauvres émettent 15%. Donc une inégalité qui doit être réfléchie également en termes d'efforts derrière. Il y a un autre élément que j'ai trouvé très intéressant, puisque dans notre chapitre, on était accompagné par des psychologues, des sociologues, des ethnologues. Eux, en évaluant leur propre domaine de publication, ont élaboré un résultat qui paraît aussi très important, qui dit qu'il faut entre 10 à 30% d'influenceurs dans un groupe pour entraîner le groupe. Et donc ça fait partie de l'idée de l'inclusivité, de savoir en fait pourquoi on n'a pas débuté cette transition. C'est peut-être parce que le groupe des influenceurs est vraiment minoritaire encore. Et donc ça donne un rebond aussi à l'intérêt de notre initiative, qui, conjuguée à d'autres initiatives, nous permettra peut-être d'atteindre le niveau attendu. Voilà, donc pour qu'on puisse aller discuter autour d'un cocktail, je m'arrête là, moi. Et je vais introduire le dernier axe, qui est un axe passionnant aussi, puisque nous allons réfléchir aux questions de cette planète qui devient un enjeu d'influence, en fait le climat qui devient un enjeu de rivalité entre les grandes puissances, notamment entre la Chine et les États-Unis. Et donc ça nous emmène dans des questions géostratégiques, des questions de leadership au niveau commercial. Et donc on aura deux grands volets par rapport à cette réflexion. D'une part, des enjeux d'équité, pour savoir quel type de gouvernance doit être mise en œuvre et comment on va répartir les efforts en fait au niveau planétaire pour que ces trajectoires qui sont très souvent montrées de manière très globale puissent se décliner d'une manière pertinente régionalement. Et puis un deuxième volet qui est autour de cette fameuse compétition et les éléments géostratégiques. Alors je l'avais dit, hein, les axes se parlent entre eux. Donc la question des ressources minérales, c'est une question qui nous amène à la discussion géostratégique. Et donc vous avez vu les deux premiers exposés. Le premier était vraiment, je dirais, plus théorique et vous a permis de comprendre un positionnement de chercheur. Le deuxième, Damien a mélangé des travaux de recherche et puis les travaux de ses propres élèves. Et là, je suis vraiment ravie que mes élèves de première année du corps des mines aient accepté de se prêter à l'exercice et viennent vous présenter en fait un travail qu'ils ont réalisé dans le cadre d'un projet qu'on a eu ensemble. Donc maintenant, je vais leur donner la parole pour aborder les questions de la Chine. Merci beaucoup Nadia. Donc en effet, pour vous présenter ce quatrième axe qui s'intitule
le climat la planète comme enjeu d'influence, nous avons voulu vous présenter un travail que la promotion 2023, la promotion de première année du corps des mines a réalisé cette année, dont nous sommes tous les trois les représentants pour ce soir. Donc nous avons voulu vous montrer en quoi le climat et la gouvernance climatique est maintenant le nouveau champ de bataille des grandes puissances économiques, et en particulier les États-Unis et la Chine, puisque ce sont donc les deux plus grandes puissances économiques du monde. Et donc en particulier, là, par manque de temps, mais nous serons ravis d'en reparler avec vous si vous le souhaitez, nous allons surtout nous concentrer sur la Chine. Et puisque cette année avait lieu la COP 26 à Glasgow, grand rendez-vous puisqu'elle intervenait 5 ans après la COP de Paris, nous avons pensé que c'était le parfait prisme pour vous présenter finalement à la fois... pardon, je suis pas la seule à avoir des problèmes avec ça. Pour vous présenter donc à la fois les positions de la Chine lors de cette COP, mais surtout comment ces positions finalement étaient le reflet de tout un historique d'enjeux stratégiques que la Chine porte depuis des années. Et enfin, comment tous ces enjeux stratégiques venaient aussi en conflit par rapport à d'autres enjeux stratégiques des États-Unis. Si on y pense, il y a peu d'endroits au monde où tous les pays de la Terre sont réunis pour essayer de réfléchir sur des trajectoires aussi longues et se mettre d'accord sur des choses aussi importantes que le mix énergétique, la composition, la teneur en carbone de notre économie. Et donc réussir à influencer ces instances, c'est vraiment prendre une grande position d'influence vis-à-vis des autres acteurs économiques et dans le monde. Pour venir dans le vif du sujet, comme vous ne pouvez ne pas le voir sur cette photo, puisqu'on la voit de loin, la Chine était absente cette année à la COP 26. C'est quelque chose qui a beaucoup fait parler. Mais malgré son absence, la Chine a été vraiment au centre de l'attention médiatique. Je voudrais revenir sur 3 moments qui ont marqué cette COP. Le premier, c'est le discours très ému de Alok Sharma, le président de la COP 26, lors de la clôture de cette COP, qui a regretté amèrement que la Chine et l'Inde décident de revenir sur l'accord final de réduire drastiquement le charbon. Voilà, il a vraiment pointé du doigt la Chine et notamment la Chine et l'Inde, en expliquant qu'il devrait expliquer aux pays les plus vulnérables ce choix et ce que ce choix allait avoir comme conséquence. Un autre grand moment de cette COP est l'intervention de Joe Biden. Joe Biden qui, là on le voit encore, s'est servi de l'absence de la Chine pour rentrer dans ce combat d'influence avec pour terrain le climat, puisqu'il a pointé du doigt la Chine en mettant en doute la crédibilité de la Chine sur les questions climatiques, puisque son président Xi Jinping était absent. Et il en a profité aussi par la même occasion pour féliciter son pays d'être de retour dans la COP 26. Enfin, en grand contraste, l'intervention du président chinois, Xi Jinping, qui, lui, a insisté sur l'importance de la collaboration entre les pays et sur la nécessité d'agir pour sauver la planète. Donc voilà, on voit bien que malgré son absence, la Chine a su faire parler d'elle et a su montrer à la fois sa position, ses enjeux, mais également tous les terrains de compétition que signifiait pour elle la diplomatie climatique. Au-delà d'une présence médiatique, la Chine est vraiment présente aussi concrètement, de par ses prises de position. Deux thèmes forts. En amont de la COP, la Chine a publié sa 2e contribution nationale déterminée. Ces contributions nationales sont attendues tous les 5 ans et doivent tous les 5 ans être revues à la hausse. La Chine a tenu son engagement puisqu'elle a publié juste avant le début de la COP, sa 2e NDC, qui est en tout point plus ambitieuse que sa première, avec notamment la volonté d'atteindre la neutralité carbone dont on parlait avant 2060, donc pas une trajectoire 1.5 comme l'a mentionné Nadia. Au-delà de cette NDC, la Chine est également présente lors de la COP. Ce n'est pas parce que son président est absent qu'elle est absente. Le négociateur de la Chine est extrêmement reconnu
les membres de cette diplomatie climatique sont extrêmement connaisseurs, comme ont pu nous le confirmer plusieurs acteurs français. La Chine s'est notamment fait remarquer pour avoir signé la déclaration pour la lutte contre la déforestation. La Chine n'a par contre pas signé le Methane Pledge qui voulait donc diminuer l'utilisation du méthane. Et voilà, comme je vous l'ai mentionné, la Chine a milité pour que le charbon ne soit pas fustigé par l'accord final. Enfin, la Chine, au-delà de ces grands accords, est également présente dans les groupes de travail, avec un apport vraiment souligné sur l'article 6 qui porte sur les marchés carbone. Donc, après vous avoir présenté un peu une image de la Chine à la COP 2026, nous allons revenir, Amélie va revenir sur tous les enjeux finalement historiques qui ont amené la Chine à prendre ces différentes positions. Merci. Donc en fait, effectivement, l'idée maintenant, c'est de revenir à la fois sur, d'une part, les enjeux qui peuvent pousser la Chine à vouloir maintenir un certain niveau d'émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, sur les enjeux qui, au contraire, peuvent l'encourager à s'engager sur une voie de transition, et de revenir également sur la façon dont ces enjeux peuvent se manifester à travers ces prises de position sur la scène internationale. Alors, il nous semblait important de commencer par l'enjeu de santé publique, qui semble avoir été un déclic dans la prise de conscience de la Chine des problèmes environnementaux auxquels elle était confrontée. Donc, à partir des années 2000, on voit en effet se multiplier des smogs de particules fines dans les aires urbaines chinoises. Donc, à la fin des années 2000, on estime que la moitié des villes les plus polluées du monde se trouvent en Chine. Et cela a des conséquences sur la santé de la population chinoise. Donc on estime à 30 millions le nombre de décès prématurés depuis 2000 liés directement à cette pollution de l'air, mais également des dégâts économiques liés à cette pollution qui ont été estimés à 112 milliards de dollars dans une étude du MIT de 2012. Et donc la pollution de l'air comme ses conséquences sont dénoncés par la population chinoise qui parle d'airpocalypse. Et je vais ici citer notamment un épisode de 2013. Donc pendant 3 jours, il y a eu un gros smog qui est resté au-dessus de Pékin et qui a suscité dans la population une vague de mécontentement et même des manifestations, ce qui est suffisamment rare pour être souligné en Chine. Et donc le gouvernement a dû prendre des mesures suite à ces manifestations, notamment en autorisant la publication de données sur la qualité de l'air à Pékin et dans d'autres villes chinoises, mais aussi en mettant en place un plan d'action et de prévention contre la pollution de l'air. Mais donc on voit que ce sont davantage des mesures de réaction plus que des mesures qui sont guidées par une réelle conviction et une envie peut-être de changer le modèle, la stratégie économique et énergétique de la Chine. En effet, on voit que la Chine, depuis les années 80, est sur une forte dynamique de croissance qui a été liée à son ouverture économique et à son industrialisation. Donc la Chine est devenue, selon l'expression consacrée, l'usine du monde. Et cette forte industrialisation s'est nécessairement accompagnée d'une explosion de sa consommation d'énergie primaire. Donc elle est passée de 5000 TWh en 1980 à plus de 40 000 TWh aujourd'hui. Donc c'est 2 fois plus que ce que l'on peut consommer en Union européenne. Et la plupart de cette énergie consommée est en fait du charbon. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. Donc le charbon représente aujourd'hui 60% du mix énergétique chinois et de tout temps. Donc ça représentait quand même la majorité de sa consommation d'énergie. Et donc comme le charbon est une énergie extrêmement polluante, ça se ressent dans les émissions du pays qui sont passées de 700 millions de tonnes de CO2 équivalent dans les années 70 à plus de 10 milliards aujourd'hui, ce qui fait de la Chine le premier émetteur mondial depuis 2004. Néanmoins, on peut essayer de prendre un peu de recul sur ces émissions en considérant qu'elles sont en partie liées à de la production destinée à être exportée. Donc de cette façon, les pays occidentaux qui importent des produits chinois
peuvent avoir une forme de responsabilité encore aujourd'hui dans les émissions de la Chine. Pourtant, c'est ce qu'on indique en bas, c'est moins cette responsabilité que va pointer la Chine lors des négociations qu'une responsabilité plus historique, en pointant du doigt le fait que si on remonte depuis le début de l'ère industrielle, la Chine ne représente que 14% des émissions cumulées et la responsabilité est davantage portée par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc ici, je vais pas revenir sur chacune des citations, mais on voulait montrer comment cette position et cette conviction qu'il y a une responsabilité commune mais différenciée entre les vieux pays industrialisés et les pays en développement comme la Chine, ou récemment développés comme la Chine. Donc comment cette position a pu aussi se manifester à travers différentes prises de parole lors de grands événements de négociations climatiques. Donc, par exemple, on citait la première prise de parole en 1992, ou plus récemment, en 1997, le refus de la Chine de contraindre les pays en développement à limiter leurs émissions tant qu'ils n'ont pas atteint un niveau de développement jugé suffisant. Ou encore en 2015, donc à nouveau, cette responsabilité historique des pays anciennement industrialisés au changement climatique. Alors maintenant, on change un peu de point de vue et ici on va voir ce qui au contraire peut pousser la Chine à chercher à s'engager dans une voie de décarbonation. Donc je ne vais pas revenir sur l'enjeu de santé publique, mais ici sur l'enjeu de souveraineté énergétique davantage. Donc la Chine est importatrice nette de gaz et de pétrole depuis les années 90. Donc elle importe 75% du pétrole qu'elle consomme et 40% du gaz qu'elle consomme. Donc c'est une part non négligeable. Et davantage, alors même que c'est un grand pays producteur de charbon, elle doit commencer à en importer de plus en plus, ce qui va la pousser effectivement à se tourner à chercher à diversifier son mix énergétique. Donc elle a de grandes ambitions sur le nucléaire. Son objectif, c'est de construire 6 à 8 réacteurs par an dans les prochaines années. Mais également, elle développe de plus en plus de parcs éoliens ou de parcs photovoltaïques. Donc ici, on a représenté le parc de Gansu, donc en Chine. Et comme la photo le montre, les ambitions sont... Enfin voilà, c'est à l'image des ambitions de la Chine. Et donc cet enjeu de souveraineté énergétique est fortement lié à un enjeu économique, à savoir se positionner comme leader dans les technologies vertes. Donc il y a d'abord, on peut voir ça sous l'angle de l'innovation. L'idée, c'est de montrer qu'on est dynamique et qu'on a des chercheurs qui savent innover. Mais c'est davantage sous l'angle de l'industrialisation, peut-être que la Chine envisage ce développement technologique, avec l'idée toujours d'apprendre en faisant, le learning by doing, et de produire ces technologies bas carbone de façon massive. C'est pour ça que 6 des 10 premiers producteurs de photovoltaïque sont chinois. Et c'est particulièrement simple pour eux, entre guillemets, parce qu'ils ont sur leur territoire un accès à de nombreuses ressources minières, comme on en parlait tout à l'heure. Ou alors, quand ils ne les ont pas sur place, ils maîtrisent les chaînes d'approvisionnement grâce à des liens qu'ils ont su construire avec les pays producteurs. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre pour vous montrer comment ces différents enjeux ont pu s'illustrer dans ses relations avec les États-Unis. Merci beaucoup Amélie et bonsoir à tous. Effectivement, c'est bientôt fini. Mais dans la dernière partie, on voulait revenir sur l'analyse de la relation entre Chine et États-Unis autour du climat, puisque c'est le 4e pilier de l'Institut TTI5, TTI.5, je ne veux pas tromper sur le nom de l'Institut. Coopération. Coopération, c'est le mot coopération qui est le plus revenu dans les analyses des relations entre Chine et États-Unis lors de la COP26 de Glasgow. Et c'est normal, puisque la rhétorique de la diplomatie climatique américaine a beaucoup joué sur ce mot. Ici, un exemple avec John Kerry, qui rappelle que malgré les dissensions entre la Chine et les États-Unis sur de nombreux sujets, le climat doit rester un enjeu de coopération. Et coopération ensuite, puisque la presse internationale a beaucoup retenu la publication d'une déclaration conjointe entre Chine et États-Unis qui appelait à renforcer cette coopération. Coopération.
C'est ce mot que, si vous le voulez bien, je vous invite à interroger. Non pas que la coopération soit futile et non indispensable, au contraire, elle est essentielle pour la recherche, pour le partage des bonnes pratiques, pour l'avancée des nouvelles réglementations. Mais elle ne doit pas constituer l'unique prisme d'analyse des relations entre Chine et États-Unis. C'est ce que dit Deborah Sillingson, donc une professeure en sciences politiques aux États-Unis, dans un édito paru dans le New York Times au lendemain de la COP 26 de Glasgow. Ce qu'elle nous dit, c'est que tout ce battage médiatique autour de la coopération, en fait, si vous me permettez l'expression, il est complètement à côté de la plaque. C'est la compétition, je m'en mêle moi-même, c'est la compétition, et une compétition responsable entre les nations qui, outre la coopération, puisqu'elle est nécessaire, permettrait d'accélérer les efforts en faveur de la lutte contre le changement climatique. En effet, lorsqu'on cherche à analyser ce duopole climatique entre Chine et États-Unis, la dichotomie coopération-compétition n'est plus opérante. Car la coopération se double d'une compétition féroce sur la scène internationale, à la recherche du soft power environnemental, qui, de la Chine et des États-Unis, s'emparera de ce leadership qui lui permettra d'agir sur la scène internationale comme un acteur responsable et de bénéficier de cette aura. Et compétition féroce sur le terrain économique. Amélie a déjà détaillé ces aspects, une compétition féroce sur les technologies de décarbonation, sur les énergies renouvelables. Et donc, là on arrive à une sorte de contradiction, compétition, coopération, mais finalement où est-ce qu'on en est? Et avec mes camarades, on a essayé de réutiliser un néologisme qui existe déjà dans la théorie de l'économie de l'entreprise et qui est la coopétition. Ce mélange entre compétition et coopération que, par exemple, on observe dans une échappée lors d'une course cycliste. Les coureurs cyclistes coopèrent pour s'échapper du peloton, mais au final, ils veulent gagner. Mélange entre compétition et coopération. C'est un néologisme qui a déjà été utilisé par un chercheur chinois en 2022, un chercheur de l'Institut des Relations Internationales de Shanghai. Et finalement, en fait, c'est quelque chose qui est assez récent. Et juste un mot de perspective historique, si je grossis un peu le trait, si je caricature, il y a d'abord eu le temps de la coopération, sous l'ère Obama, même si Obama avait déjà en tête, bien sûr, que le climat serait un objet de compétition. Mais c'est un moment où il fallait amener la Chine à la table des négociations. Et depuis, il y a une inversion des perspectives, puisque comme le souligne un chercheur qui s'appelle François Gémen, qui a beaucoup travaillé sur ces dynamiques entre Chine et États-Unis, on est passé du paria au leader, du leader au paria, des trajectoires inversées. Au moment de la présidence Trump, marquée par son climato-sceptisme, et marquée par le fait que la Chine a profité de la place vacante laissée par les États-Unis pour s'imposer comme un nouveau leader climatique. Pour conclure mon exposé, j'aimerais m'interroger sur les risques et opportunités de ces nouvelles dynamiques. Oui, à l'immobilisme du dilemme de prisonnier, dans lequel Chine et États-Unis, finalement, se refuseraient chacun de contribuer aux efforts contre le changement climatique. Oui, à cet immobilisme, on peut opposer une nouvelle émulation, dans laquelle États-Unis et Chine chercheraient à se faire la compétition, chercheraient à être les premiers à faire les progrès sur la décarbonation, à être les premiers à atteindre la neutralité carbone. Mais il faut s'interroger, puisque cette compétition productive, cette coopétition productive, pourrait bien laisser place à une rivalité stérile, faite de mots, plus que d'actes. Nous vous remercions pour votre écoute, et merci Nadia pour nous avoir associés à ce projet. Donc, nous avons parcouru les axes du programme scientifique. Et si nous étions aux États-Unis, je dirais « If you like our work, then donate ». Donc, c'est le dernier chapitre, en fait, de la présentation. Vous avez vu que nous avons un projet visionnaire et hors norme.
qu'il a un format tout à fait original, il met les jeunes au centre, il cherche à instituer une dynamique de collaboration, de rayonnement vers l'extérieur. Il propose des nouveaux cycles de formation. Et pour tout ça, bien sûr, il a fallu beaucoup travailler. Mais nous avons jusqu'à aujourd'hui tenu nos promesses, c'est-à-dire que cet échéancier était l'échéancier original. Et je suis très contente de pouvoir dire que, oui, les journées de lancement, celle d'aujourd'hui, celle qui se passera à Sophia Antipolis le 5 mai, sont au rendez-vous. Mais maintenant, pour pouvoir continuer le chemin, il va falloir nous soutenir, car notre ambition étant de mettre en œuvre des actions, nous avons un budget conséquent qu'il nous faut lever, entre 10 et 15 millions d'euros, et qui va correspondre en fait, en particulier donc sur les 5 prochaines années, à du financement de formation par la recherche, entre 25 et 45 thèses par an, formation avec l'accueil de postdoctorants à l'international, des projets d'élèves que nous soutiendrons, les cycles de formation dont j'ai parlé, et puis en parallèle de ça, un fonctionnement somme toute chiche, et des actions de communication, de restitution et de diffusion qui permettront d'atteindre nos objectifs. Donc, pour que vous compreniez quelle est notre ambition en termes de partenariat et de donateurs, c'est que pour que cet institut ait une légitimité par rapport à la contrainte que nous nous sommes fixés d'être impartial et d'avoir une indépendance en termes de recherche et de développer notre interdisciplinarité, nous voudrions avoir le plus large spectre possible d'acteurs. Et ces acteurs, en fait, nous cherchons du mécénat en entreprise. Alors, comme on déjà me demandait, mais combien vous voulez ? On s'est dit, OK, déjà, on aimerait que vous engagiez sur 5 ans, puisque c'est un projet, on a dit la fenêtre de tir est courte, et c'est très sérieux comme message. Donc, ce n'est pas un projet qui va un peu monter en puissance, et puis après, on va voir. On voudrait vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a dit, si vous nous donnez entre 100 000 et 500 000 euros par an, alors entre un tout petit peu moins que 500 000, vous êtes un bienfaiteur, et puis ensuite, etc. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on appelle les grandes entreprises à nous soutenir franchement et de manière très, très investie. Et puis, on fait appel aussi à nos donateurs particuliers en disant ça peut avoir du sens pour vous que de vous impliquer en accompagnant un élève dans ses projets, une année de thèse, une thèse complète. Après, vous pouvez aussi donner ce que vous voulez, on prendra toujours. Hein. Voilà. Donc, sur le format de la défiscalisation, la Fondation est là pour vous donner de l'éclairage. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va vous offrir ? Bon, vous donnez, normalement, vous donnez. Mais quand même, je pense que c'est important de le redire. Si vous donnez, c'est par conviction aussi, pour participer à un projet qui nous semble extrêmement créatif, qui est centré sur cette jeunesse. Vous allez aussi pouvoir participer à ce Conseil TTI.5, dans lequel nous voulons rassembler des parties prenantes différentes pour nous améliorer en termes de richesse de ce que nous pouvons apporter dans tous nos programmes. Vous serez bien sûr parmi les personnes vers qui nous restituerons en termes de séminaires, des soirées comme celle-ci, des soirées peut-être plus spécifiques par rapport à vos besoins propres, des partenariats autour de nos étudiants, des formations exécutives dont vous aurez besoin. Et en termes de communication, bien sûr, notre site web vous apparaîtrait en fonction de la catégorie de donateurs dans laquelle vous êtes. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette soirée de lancement. Et dans un timing parfait, je vous invite à continuer la discussion autour du cocktail qui nous attend tout à côté. Voilà.